On entend souvent dire que les Ukrainiens et les Russes partagent une culture et une histoire si profonde qu'ils ne formeraient qu'un seul peuple. Aujourd'hui, on va explorer une analyse qui dit exactement le contraire. On va plonger dans ce qui serait l'ADN culturel de ces deux nations, leur folklore et leurs traditions. Et voilà, c'est cette fameuse phrase, une affirmation qu'on retrouve beaucoup, surtout dans les discours politiques. C'est notre point de départ. Parce que l'analyse qu'on regarde aujourd'hui, son but, c'est justement de remettre en question cette idée, argument par argument. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Plutôt que de parler de la politique d'aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé. On va écouter ce que racontent les vieilles histoires, les chants, les coutumes. Et la question qu'on se pose, c'est « et si, à la racine, tout était beaucoup plus différent qu'on ne le pense ?» Ok, alors le cœur de cette analyse, c'est une théorie, une idée centrale. Tout partirait de la géographie en fait, de deux modes de vie très anciens et complètement opposés qui auraient sculpté deux manières radicalement différentes de voir le monde. Et ces deux modes de vie, ils sont incarnés par deux figures. D'un côté, on a l'agriculteur, le kliborob, quelqu'un qui est attaché à sa terre, et de l'autre, le nomade, le kochivnik, qui est toujours en mouvement. L'idée de la source, c'est que si on comprend bien ces deux archétypes, on a la clé pour déchiffrer toutes les différences qui suivent. Ce tableau résume parfaitement la pensée. Pour l'agriculteur, sa valeur numéro 1, c'est sa terre. C'est elle qui récompense son travail personnel. Et de ça découlerait une société qui tend vers la démocratie. Pour le nomade, la survie, c'est le mouvement, c'est la force du groupe, c'est la conquête. Et ce mode de vie-là, il pousserait vers des pouvoirs très forts, très centralisés, ce que l'analyse appelle le despotisme. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment ça se voit ? On va regarder la culture populaire et on commence par les histoires qu'on raconte aux enfants, les contes de fées. Et là, le contraste est saisissant. Dans les contes ukrainiens, le héros, pour réussir, il doit être malin, il doit bosser. C'est lui qui prend son destin en main. En face, dans les contes russes, le héros type serait, disons, plus passif. Il attend que la chance lui tombe dessus, un coup de baguette magique, un miracle. Et l'exemple parfait de ça, c'est Emelia. C'est un héros de conte russe. Ce type, il ne fait absolument rien. Il reste couché sur son poil. Et hop, un brochet magique arrive et exauce tous ses vœux. Tout lui est servi sur un plateau d'argent. C'est vraiment l'image de la récompense qui n'a rien à voir avec le mérite ou l'effort. Cette différence, on la retrouverait même dans les chants de Noël. Les koliadki ukrainiens, ce sont des chants de vœux, on souhaite la prospérité, une bonne récolte, c'est une bénédiction. Mais les versions russes, d'après l'analyse, ont un ton différent. Plus direct. On chante et en échange, on attend un cadeau. La petite phrase à la fin, c'est un peu « si tu ne donnes pas, attention à ta vache ». Et c'est la même chose pour les chants de mariage. Le chant ukrainien, il commence par quoi ? Une bénédiction pour le couple. Le focus, c'est la nouvelle famille. Mais le chant russe, lui, commencerait par 3 courbettes au tsar et à sa famille. L'individu, le couple, passe après l'État, après le souverain. Alors cette opposition entre l'individu et le groupe, on va la voir s'infiltrer encore plus profondément, jusque dans la langue elle-même et dans la façon dont on conçoit la communauté. Tenez, regardez ce détail linguistique, c'est assez parlant. En ukrainien, c'est littéralement se marier avec elle. Ça suggère un partenariat, une union d'égal à égal. En russe, ce serait se marier sur elle. L'interprétation de la source, c'est que ça implique une action faite à quelqu'un, une sorte de prise de possession. C'est une vision beaucoup plus hiérarchique. Et cette nuance de la langue, elle reflète 2 idées de la communauté. D'un côté, la hromada ukrainienne, c'est une communauté vue comme une somme d'individus. On collabore, mais chacun garde son identité. Et de l'autre, le mir russe. Là, c'est le collectif qui prime, qui absorbe l'individu. L'identité personnelle se dissout complètement dans le groupe. L'analyse s'intéresse aussi à la place des femmes. Dans le folklore ukrainien, on nous dit qu'elles sont souvent idéalisées, valorisées. Par exemple, une veuve pouvait même représenter son foyer dans la communauté. En face, le folklore russe est décrit comme plus pragmatique. Et pour illustrer ça, la source cite un proverbe russe assez connu, « S'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Regardez cet autre exemple, pris dans les fêtes traditionnelles. Qui est-ce qu'on met en avant ? Dans la tradition ukrainienne, ce serait celle qui le mérite, la plus belle fille, la meilleure travailleuse. C'est le mérite personnel. Dans la tradition russe, selon l'analyse, ce n'est pas pareil. C'est la fille de l'homme le plus riche qui commence. C'est le statut social hérité qui compte, pas la valeur personnelle. Ok, on a vu les contes, la langue, les fêtes, mais comment est-ce que tout ça, ces vieilles mentalités, pourraient encore peser aujourd'hui sur le rapport à la vérité, à l'histoire et au pouvoir ? Pour ça, l'analyse s'appuie sur un historien du 19e siècle, Mykola Kostomarov. Et ce qu'il disait est fascinant. Pour lui, les chants populaires ukrainiens, c'est un peu comme des archives du peuple. Ils racontent la vraie histoire, même quand elle est moche. Alors que les chants russes, eux, auraient tendance à enjoliver les choses, à déformer la réalité pour la rendre plus héroïque.
Et ce rapport différent à la vérité, il ne daterait pas d'hier. L'analyse trace une ligne qui part de très loin, de l'époque de la Horde d'Or, où il fallait être malin, savoir flatter et tromper pour survivre. Ça continuerait avec cette tendance à embellir l'histoire à l'époque des tsars, et ça expliquerait, toujours selon la source, certaines formes de communication d'État aujourd'hui. Le rapport à l'autorité, c'est une autre différence énorme. Du côté ukrainien, on dépeint une culture où on n'hésite pas à contester le chef. C'est presque une tradition. Alors que du côté russe, le tsar est sacré, intouchable, on le vénère. Recevoir un manteau de son épaule est le plus grand des honneurs, tandis qu'en Ukraine, un vêtement d'occasion d'un dirigeant est presque une insulte. Alors, pour conclure, et c'est très important de le souligner, le but de cette analyse n'est pas de dire qu'une culture est meilleure que l'autre. Pas du tout. L'idée, c'est de montrer qu'on aurait affaire à deux systèmes de valeurs, deux logiciels mentaux si l'on veut, qui sont fondamentalement différents, et qui ont été façonnés par des siècles d'histoire et de géographie bien distinctes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si on suit cette logique, si le folklore est vraiment l'ADN d'une culture, alors à quel point le destin d'une nation est-il déjà un peu écrit dans ses plus vieilles histoires ? C'est une question qui mérite qu'on y pense.